Merci. Bonsoir, Kadhafi. Et puis, cher Monsieur Master, donc, il faudra donner la possibilité à Luciana d'ouvrir, de partager son écran. Luciana, tu n'auras pas besoin d'aide, tu pourras utiliser toi-même, n'est-ce pas? Oui, je pense bien. En tout cas, je vais essayer là maintenant de partager. Je vais essayer de partager là maintenant. Attends. Interdisciplinaire en histoire, mémoire et patrimoine à l'Université d'État d'Haïti, ce que je viens de souligner. Elle fait actuellement un doctorat en ethnologie et patrimoine à l'Université Laval. Elle a eu des expériences comme chargée de cours à l'Université Notre-Dame en Haïti, dans un cours qu'on appelle l'intro au travail intellectuel entre 2017 et 2021. Et à l'Université Laval, elle est en charge du cours Introduction aux études patrimoniales automne 2022. Elle a beaucoup d'intérêt pour la lecture, pour l'écriture et la conférence autour des thèmes femmes, patrimoine, amour, liberté. Il s'agit de quelqu'un qui croit dans la compétence, la liberté et l'égalité. Elle croit également dans la démocratisation de savoir scientifique à visée transformatrice et qui doit être accessible et profitable à un plus grand nombre. Donc aujourd'hui, je ne veux pas restreindre sa présentation pour que je vous permette d'avoir le luxe de découvrir ce thème dont nous allons débattre aujourd'hui. Je vais plutôt lui laisser 30 à 35 minutes pour une présentation. Je vais revenir pour lui poser quelques questions et ensuite je vous ouvrirai le micro pour que vous puissiez vous-même de votre côté poser des questions. Alors, comme nous le savons, nous partons de ce postulat. Les femmes, elles ont une importance capitale, une valeur ajoutée à l'existence de cet État-nation. Pourquoi elles sont pourtant occultées dans cette histoire, dans la mémoire, dans le patrimoine? Et si on entend parler d'elles, c'est peut-être tout récemment, mais pas avec l'écho que cela devrait avoir. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous laisse avec la Toastmaster, la chercheure, la professeure d'université, la doctorante en ethnologie, Luce Erna Rosimar, pour sa présentation sur la représentation de la femme haïtienne dans la mémoire et le patrimoine haïtien. Luce Erna, je te cède le litrin virtuel. D'accord, merci. Bonsoir à tout le monde. Merci, Carl-Henri, pour cette bonne et belle présentation. Ça m'honore, en fait, et comme partagé par Carl-Henri, en effet, je m'intéresse aux thématiques femmes et patrimoine. Et c'est ce que j'ai posé, en fait, par rapport à la victoire de l'indépendance, où je situe mon travail dans la commémoration des figures héroïques, à savoir les femmes révolutionnaires et les hommes révolutionnaires dans la statuaire publique. Donc, mon plan, en fait, il s'articule en 4 points. En premier lieu, je vais passer rapidement sur le contexte de la guerre de l'indépendance pour mettre en scène, en fait, ces hommes, ces femmes principalement, qui elles-mêmes ont participé dans cette guerre. Je vais voir en deuxième lieu et le paradigme de l'invisibilité sociale. Et en troisième lieu, cette invisibilité sociale des héroïnes sur les sites au prisme de l'ethnographie multisite. Et puis, enfin, partager un peu les limites de cette étude, rendre une petite analyse par rapport à cette ethnographie, en fait, qui a servi à confronter un peu ces différentes places que je compte vous présenter, en fait, et puis les perspectives de l'étude. Juste avant de commencer, j'estime qu'il est important que si je vais parler en fait de la commémoration, si je pose dans mon travail la problématique de la commémoration
des héroïnes dans la victoire, dans la célébration de la victoire de l'indépendance, eh bien, il est important pour vous, public, que vous soyez informés, en fait, quand on parle de commémoration, qu'est-ce que cela sous-tend. Déjà, parler de commémoration, excusez-moi. Est-ce que vous suivez mon PowerPoint ou non? Oui, je vois ton PowerPoint. Mais est-ce que vous avez vu le plan? Le plan est dans la petite partie écrit Next Slide, mais ce n'est pas un plan. Désolé. Là que je suis en train de faire, elle est corrélée à la commémoration du 150e de l'indépendance. Donc, les statuts, justement, ont été les outils qui ont été utilisés pour transmettre cette mémoire qui est liée à la victoire de la guerre de l'indépendance. Mais quand on parle de commémoration, en fait, cela fait référence justement à un acte collectif et public de rappel du passé. Donc, dès lors qu'on est dans la commémoration, on est dans le passé. Et cette commémoration, justement, elle peut se faire, par exemple, pour un personnage, pour un événement, pour un lieu. Et la, l'outil qu'on pourrait utiliser, par exemple, qui est un repère fixe et durable, généralement, ça peut être une statue, ça peut être une plaque. Dans le cadre de cette présentation, ce sont les statues qui nous intéressent, mais ça peut se faire aussi par une manifestation qui est liée à un espace commémoratif, en ce sens où des places aussi peuvent être commémorées ou des jardins, etc. Donc, maintenant, puisqu'on est dans le patrimoine et que je viens avec la commémoration, il faut savoir en fait qu'il y a une articulation entre ces deux, mais c'est aussi nuancé. Par exemple, lorsqu'on est dans la commémoration, eh bien, on est dans la mise en mémoire et dans une mise en mémoire, on est aussi dans le rappel du passé. Mais lorsqu'on parle de patrimoine ici, il faut voir ça, par exemple, comme étant ces éléments qui sont hérités du passé et qui sont valorisés dans une société. Donc, déjà, à parler de mémoire, on est dans la sélection. Et justement, quand on parle de patrimoine, il y a la transmission qui joue un rôle clé dans le patrimoine. Parce que ce que nous héritons aujourd'hui comme patrimoine a été hérité, a été transmis en fait. Mais cette transmission, justement, elle est l'œuvre d'une construction sociale. Et c'est en ce sens aussi qu'elle s'articule avec la mémoire. Parce que pour savoir, par exemple, quelle mémoire va être visibilisée ou être mise en avant, ça part d'une sélection. Et c'est en ce sens aussi que lorsqu'on parle de mémoire, généralement, eh bien, on dit que la mémoire peut engendrer aussi l'oubli. C'est que si on ne se souvient pas, eh bien, on va oublier. Mais à parler de mémoire collective, en fait, c'est un concept dont le maître à penser est Maurice Holbach. Lui-même, comment il voit la mémoire collective. Eh bien, la mémoire collective, il voit ça, par exemple, comme un ensemble de manifestations qui permet, par exemple, de voir, qui révèle, qui donne à lire, à penser la présence du passé. Donc, ce mémoire-là auquel nous faisons référence, nous ne pouvons pas nous remémorer de ce passé s'il n'y a pas de support. Et c'est pour cela que, justement, en parlant de mémoire ici, de statut ici, il est important de voir la statue comme étant ce support qui symbolise, en fait, le lieu de mémoire. À ce titre, déjà, je peux vous dire que, en faisant référence à la mémoire collective, il est important de voir la statue comme une forme de mémoire collective. Et la statue aussi peut être vue comme étant un lieu de mémoire. Et lieu de mémoire ici, et généralement, c'est à Pierre Nora qu'on attribue cette paternité. Eh bien, le lieu de mémoire, il permet de reconstituer, par exemple, le récit national. Aussi, à titre d'exemple, lorsqu'on voit les statues qui sont érigées sur le champ de Mars, par exemple, pour symboliser la commémoration de la victoire de l'indépendance, eh bien, il est important de comprendre que c'est ce passé commun que nous avons hérité nous-mêmes en tant que peuple, en tant qu'Haïtiens aujourd'hui, qui est symbolisé dans ces statues.
Et c'est aussi par rapport à cette importance que la statue elle-même joue en tant que vecteur de mémoire qui fait que moi, aujourd'hui, en fait, c'est pas un questionnement qui est nouveau, puisque beaucoup d'autres l'ont déjà posé, beaucoup d'auteurs l'ont déjà posé, c'est-à-dire l'invisibilité des héroïnes à côté des héros. Eh bien, c'est cette même réflexion, en fait, qui se poursuit dans le cadre de cette présentation. Aussi, lorsqu'on parle de statue, qu'est-ce que c'est? De la manière la plus simple, on pourrait voir la statue comme étant une image. Parce que si on prend par exemple la définition de Moulialem, il voit statue dérivée de status qui est définie comme étant une image. Cette image, par exemple, ça peut être une personne, mais ça aussi, ça peut être un animal. Maintenant, la statue, elle est érigée dans le but de commémorer une personne. Donc, ça peut être une personne, comme je l'ai dit avant, ça peut être un événement, ça peut être aussi une action importante du passé, comme par exemple la victoire de la guerre de l'indépendance, qui est symbolisée dans la statuaire publique sur différentes places en Haïti. Maintenant, à côté de cette définition qu'on pourrait avoir de la statue, il y a lieu de voir ça aussi par rapport à sa fonction. Parce que la statue, en fait, c'est un agent actif et du milieu social. En plus que c'est un vecteur de mémoire, en ce sens que ça transmet en fait la mémoire collective. Et dans le cadre de la victoire de l'indépendance, c'est un peu en ce sens, on doit avoir la statue, mais c'est aussi un outil pédagogique. Parce que dans le temps, en fait, la statue était utilisée justement pour former les individus. Donc, ça investissait en fait le quotidien des hommes et on les utilisait aussi en lieu et place des manuels, des ouvrages pour former la société. Ben, c'est aussi un outil de communication parce que les statuts, en fait, comme je l'ai dit, ce ne sont pas des agents neutres. Ils lancent des messages, ils adressent des messages. Et dans d'autres cas aussi, il y a certains acteurs politiques qui utilisent aussi les statuts, qui instrumentalisent les statuts aussi pour faire passer leur message. Donc, forcément, ce n'est pas le point qui nous intéresse ici, mais c'est pour montrer, en fait, par rapport à ce message qui est véhiculé à travers les statuts, eh bien, on peut, nous-mêmes qui recevons en fait ce message, nous pouvons le décoder à notre manière, mais nous pouvons le décoder aussi d'une manière qui puisse influencer notre identité en tant qu'homme ou femme. La statue aussi, c'est aussi un outil de visibilisation parce que la statue, elle permet de visibiliser certains groupes. Et en ce sens, je pourrais avancer que la statue, elle participe à façonner l'imaginaire social. Parce que aujourd'hui, en tant qu'outil de connaissance, la statue nous informe aussi. C'est que ce que je vois, c'est ce qui est su. Et je peux aussi, à travers une visite, par exemple, résumer l'histoire de la guerre de l'indépendance à travers ces figures héroïques qui sont statuifiées. Donc, du coup, dans le cadre de ma présentation, les figures qui sont symbolisées dans la statuaire publique, eh bien, elles sont posées par rapport à leur représentation. C'est quoi leur représentation? Déjà, parler de représentation, c'est comme un acte de mémoire. Et de par son rapport avec le passé, c'est la représentation, en fait, elle met en lumière certains groupes. Elle offre une présence au sujet. Elle leur permet, en fait, de vivre non seulement dans le passé, dans le présent, mais aussi de se projeter dans le futur. Aussi, par exemple, celui qui bénéficie d'une visibilité dans la statuaire publique, eh bien, elle participe à façonner l'identité collective. C'est qu'on le reconnaît à travers ses actions et ses actions ne sont jamais mortes parce que la statuaire publique, justement, offre cette vivance qui permet au personnage ou à l'événement de traverser le temps. Maintenant, moi, ce que je pose comme problème, et dans la lecture de plus d'un auteur aussi, qui ont eu à poser ce problème, c'est cette question de justice sociale. Par exemple, un auteur comme Nancy Fraser,
Elle parle de la justice sociale comme étant aussi la parité de participation. Là, je dois préciser que c'est un aspect, d'accord, parce que c'est toute une théorie qui se débouche aussi sur l'économie et tout, mais dans le cadre de cette recherche, en fait, je me suis intéressée à cet aspect de la justice sociale. Et c'est comme dire aussi que lorsque les femmes ne sont pas représentées et dans l'espace public, eh bien, c'est une forme d'injustice sociale pour elles. Eh bien, en ce sens, elle pose aussi la reconnaissance comme provenant de l'ordre culturel et qui peut aboutir aussi à hiérarchiser des groupes dans l'espace public pour donner des dominants et des dominés. Mais lorsqu'on est dans la représentation aussi, c'est un attribut qui relève de l'ordre politique, mais qui peut par la même occasion aussi créer des inclus et des exclus. Et c'est cette invisibilité sociale, justement, que moi, je pose dans le cadre de cette présentation qui rentre dans le cadre de mon projet de recherche et je vous partage les grandes lignes. Maintenant, si on regarde ici, je m'excuse déjà parce que j'ai essayé de prendre les 3 places sur lesquelles porte ma réflexion pour les insérer sur cette carte, mais elles ne sont pas situées exactement là où elles devraient. Par exemple, il y a la place de Vertières au Cap-Haïtien. Il va sans dire que ça déborde, mais l'idée, en fait, c'était de vous dire, en fait, comment les statuts en tant qu'outil de visibilisation participent non seulement à créer une réalité sociale, mais en fait, on pourrait, à partir de ces 3 places-là qui ont été commémorées, se faire une idée des acteurs qui sont au devant de la scène. Par exemple, avec la place de Vertières, eh bien, il y a 4 héros et 2 héroïnes. Mais déjà, je ne sais pas si la vision de mon PowerPoint vous permet de voir de manière spécifique, en fait, cette présentation. Mais l'idée, c'est que dans la place de Vertières, justement, il y a lieu de questionner, par exemple, puisque lorsqu'on parle de statification et qu'on érige ou qu'on parle de position debout, eh bien, ça donne lieu à penser qu'il y a une représentation différenciée de ces différentes figures. Si on prend par exemple les hommes révolutionnaires ou les héros, déjà on voit qu'ils sont debout dans une position fière, mais pour les 2 femmes par exemple, on voit qu'il y a un officier qui est mort, un cheval qui est mort et elles-mêmes, elles se soutiennent l'une sur l'autre et à genoux. Donc, pour toute personne, par exemple, qui regarde cette figure, bien sûr, en tant qu'outil de communication, la statuaire va lui adresser un message par rapport aux héroïnes qui sera différente en fait de celle des hommes. Et c'est pas sans raison qu'aujourd'hui, par exemple, l'imaginaire collectif est façonné en fait par l'héroïcisation des hommes. Si on parle de la victoire de l'indépendance, pour n'importe quelle personne, d'ailleurs ça a été repris par Jean-Ronald Augustin dans sa thèse, c'est que lorsqu'on parle, par exemple, des héros, eh bien, n'importe quelle personne quel que soit son niveau d'éducation ou qui ne sait pas lire, eh bien, il saura, par exemple, que Boyer, Pétion, Dessalines, Christophe, eh bien, ce sont des personnages qui ont combattu, qui ont participé pour que nous jouissions, en fait, cette liberté. On ne peut pas dire autant des femmes. De même pour la place du Champ de Mars, vous allez voir, par exemple, il y a ces figures auxquelles je m'intéresse qui ont visibilisé la victoire de l'indépendance ou visibilisé en fait les figures et pouvant commémorer la victoire de l'indépendance. Bien sûr, en l'an 2000, je crois, il y avait le groupe CONAC qui avait demandé qui avait exigé en fait à ce qu'il y ait les héroïnes qui soient statifiées à côté des héros. Donc, du coup, ça avait abouti à l'aménagement de la place de Catherine Flon. Mais en fait, vraiment, quelques jours après cette statification, on n'a plus la statue de Catherine Flon. Et aujourd'hui, cette place, eh bien, elle est juste là. Il n'y a aucun repère dessus pouvant symboliser que c'est une place qui a été aménagée à la mémoire de Catherine Flon. Donc,
Par rapport à cette représentation, déjà, je pars du constat qu'il y a une invisibilité sociale qui frappe la représentation des femmes dans la stature publique en Haïti. Et je ne pourrais en fait avancer ce que j'avance sans les inscrire dans un champ théorique. Et ce paradigme, justement, à la lumière de différents auteurs, est conçu comme tel. Par exemple, pour ONEP, il voit l'invisibilité sociale comme étant une négation de la reconnaissance, comme étant un déni de reconnaissance de l'individu. C'est comme dire, je regarde l'individu, mais je regarde à travers cet individu. C'est comme dire quelqu'un qui n'existe pas vraiment. Il associe aussi le déni de reconnaissance à une forme de désaffiliation, à une forme d'inexistence sociale. Donc, sa théorie s'inscrit aussi dans la justice sociale, mais il y a aussi Nancy Fraser qui elle-même lit l'invisibilité sociale aussi comme étant un problème de justice sociale, mais elle aborde la reconnaissance différemment de ONEP et voit aussi, par exemple, la représentation telle que moi-même je peux associer sa pensée à ce travail que je suis en train de faire, et bien dans cette hiérarchie que pose la représentation, justement, selon elle, ça aboutit à une subordination statutaire de certains groupes qui, dans leur représentation, sont infériorisés, c'est-à-dire comme n'étant pas à la hauteur de ce qu'ils représentent vraiment. Donc, ils sont présents, certes, mais une présence dénuée de sens. Donc, l'invisibilité sociale aussi, pour Yves Barrel, est vue comme étant un vide social, c'est-à-dire qu'est-ce qui reste après cette visibilité qui est. Lorsque je regarde, par exemple, ces différentes classes-là, ce que je ne vois pas, en fait, c'est ce que lui-même, il note comme étant une invisibilité sociale, ce qui n'est pas visible, mais pourtant qu'on peut questionner par rapport à ce qui est. Donc, le blanc, lui, il voit l'invisibilité sociale comme étant une exclusion aussi de l'espace public, c'est-à-dire certains individus qui eux-mêmes n'ont pas droit à l'espace public. Et c'est en ce sens aussi que nous posons, en fait, la représentation des femmes dans la stature publique en Haïti. Et Steiner et Ville, qui elles-mêmes, de leur côté, voient en fait l'influence des cadres physiques et sociaux sur la représentation des femmes. C'est comme dire, par exemple, quand on voit les lieux de mémoire, quand on voit, par exemple, ces places et de l'interaction dynamique qu'il peut y avoir entre nous-mêmes, par exemple, qui fréquentons cette place, eh bien, ça influence notre manière de représenter, en fait, la mémoire de cette guerre. Alors que on a une représentation qui est presque exclusive, en fait, des hommes, eh bien, beaucoup d'auteurs, eh bien, elles notent la participation active des femmes dans la guerre. Par exemple, il y a Madeleine Sylvain Bouchot, elle œuvre en ce sens pour montrer comment les femmes ont donné leur vie et par rapport à cette guerre. D'ailleurs, l'histoire nous rapporte, par exemple, des personnages tels Sanité Belair, par exemple, était lieutenant et sergent et qui a combattu aussi contre l'expédition Leclerc. Donc, c'est une figure de proue par rapport à l'identité de révolte qu'elle incarne. Il y a Marie-Claire Heureuse aussi. C'était la femme de Dessalines. Déjà, par son statut en tant qu'impératrice, elle devrait avoir sa place dans la stature publique. Mais ce n'est pas le cas. Bien entendu, ces figures-là, elles ont leur effigie dans certaines monnaies, même si pour la plupart, nous ne les héritons plus aujourd'hui, mais il y a quand même une patrimonialisation à leur mémoire, mais qui n'est pas assez vulgarisée. Sinon que la stature publique telle qu'il nous intéresse, on peut déjà dire que leur présence n'est pas significative dans, dans la stature publique. Mais il y a aussi Marie-Jeanne Lamartinière. Marie-Jeanne Lamartinière, pour sa part, en fait, c'est une femme aussi qui s'est fait remarquer dans la bataille de la Crête à Pierrot.
Elle a eu à se battre, en fait, contre l'armée française, contre une expédition de l'armée française qui, à cette époque-là, comptait près de 12 000 hommes. Mais que ce soit dans les carnets de ces Français ou par rapport à nos historiens, eh bien, elle a été notée comme quelqu'un vraiment qui était une combattante farouche. Elle a tenu les armes. Elle a nourri, en fait, les soldats. Elle a su les insuffler un regain de vie quand ils se laissaient abattre. Donc, mais l'une des manières qu'on reçoit, en fait, la mémoire de cette femme, de cette guerrière, de cette intrépide, dans notre imaginaire collectif, c'est surtout par rapport au fait qu'aujourd'hui, on parle d'une personne qui pourrait être assimilée à une Marie-Jeanne comme étant quelqu'un qui est brave et courageuse, mais on n'a pas dans l'espace public, en fait, ces femmes-là qui, normalement, pourraient identifier ce modèle de résistance, qui ont su dire non, qui ont su se battre pour ce qu'elles veulent et qui ont su faire preuve de bravoure, de courage et qui se sont battus à côté des hommes. Donc, on est dans ce déni de reconnaissance, justement, qui occulte le passé historique de ces femmes, mais aussi qui a des incidences sur la société dans laquelle on vit aujourd'hui, puisque le statut des femmes aujourd'hui, que ce soit dans les domaines politiques, sociaux, économiques, eh bien, ça laisse à désirer. Donc, moi-même, pour ma part, je pense vraiment que visibiliser les femmes dans la stature publique, leur rendre ce passé historique, visibiliser en fait cette invisibilisation qu'elles ont, qu'elles bénéficient dans l'espace public, c'est une dynamique qui pourrait participer à la lutte aussi pour l'égalité entre les sexes, pour que l'on sache que les femmes aussi savent se battre. Elles ont tenu les armes. Elles ont eu leur rôle clé dans dans la lutte qui a permis à ce que nous-mêmes, aujourd'hui, nous ayons cette nation et que nous jouissons de notre liberté. Eh bien, il y a, par exemple, la représentation, j'ai mis un peu plus le focus sur la place de Vertières, sur les deux statues des femmes, non, sur les deux héroïnes et sur la place de Vertières pour les voir un peu mieux par rapport aux hommes qui eux-mêmes sont debout et elles-mêmes qui sont à genoux et cette façon négligente de s'appuyer l'une sur l'autre et un peu au-dessus d'un mort. Donc, c'est autant de lectures, je pense, qui pourraient être interprétées et qui n'étaient pas forcément, en fait, de cette preuve de courage, de bravoure que ces femmes-là ont eu à faire, telle que rapportée par l'histoire. Donc, maintenant, l'idée de mon projet de recherche, justement, par rapport à ces trois grandes places, c'est de comprendre les formes d'invisibilité qui frappent ces femmes sur la place d'armes de la ville des Gonaïves, où on a, par exemple, l'hypervisibilité de l'empereur Jean-Jacques Dessalines à la tête de son armée, et on pourrait se demander justement où sont les femmes. Il y a aussi la place de Vertières, telle que repris à côté. C'est qu'on a des femmes, mais dans la lecture de Nancy Fraser, qui pourrait montrer un peu leur subordination statutaire, elles ne jouissent pas du même statut a priori que les hommes, puisque leur représentation est différenciée. La place du Champ de Mars aussi, par rapport, qui comporte, en fait, les places du Champ de Mars, qui comportent plusieurs places, mais pourtant, la seule place qui a été aménagée à la mémoire d'une femme, à la mémoire d'une héroïne, Catherine Flon, aujourd'hui, n'a pas de statut. Donc, c'est autant de choses qui m'ont interpellée et qui m'ont poussée, en fait, à comprendre. Lorsqu'on regarde, par exemple, ces signes visibles de la mémoire collective qui sont condensés dans la stature publique aujourd'hui, eh bien, comment offre-t-il une vision de la révolution produite par ces différents acteurs hommes-femmes dans la guerre de l'indépendance? Donc, l'objectif, en fait, c'est de comprendre quels sont les mécanismes qui participent, en fait, à invisibiliser les femmes comme héroïnes dans la stature publique, mais aussi d'analyser l'impact de cette invisibilisation des femmes dans la stature publique sur le statut des femmes contemporaines. Parce que les femmes d'aujourd'hui aussi ont besoin de modèles identificatoires et qu'elles pourront suivre leurs traces, par exemple.
mais la stature publique, justement, n'offre pas suffisamment ce repère. Eh bien, pour aborder cette visibilisation des femmes sur les différentes places, eh bien, c'est l'approche ethnographie multisite que j'ai utilisée. En fait, c'est cette approche-là, on attribue la paternité à George Marcus. George Marcus lui-même, c'est sur quoi se fonde sa thèse. Il essaie de voir, par exemple, si on est dans le cadre d'une recherche où il y a plusieurs lieux qu'on aura à étudier, maintenant, comment articuler, soit que ce soit, par exemple, les contrastes, les différences qui sont perçues sur un site à un autre autour d'un même objet de recherche, comment en fait lire ces connexions, comment lire en fait comment lire défaire ces nœuds. Et c'est un peu ce que je vais faire parce que cette approche-là offre en fait les outils qui me permettra, par exemple, d'étudier la représentation des femmes au Cap-Haïtien, au Gonaïves et à Port-au-Prince pour voir, par exemple, l'invisibilité qui les frappe, comment elles les frappent, comment elles se matérialisent, mais surtout, comment c'est reçu aussi par les personnes qui sont usagers des sites ou qui s'intéressent, par exemple, à des recherches sur le genre ou le patrimoine, c'est important pour moi de savoir, en fait, en plus des documents qui sont sur l'invisibilité sociale, mais de savoir comment aujourd'hui la société haïtienne, à travers les gens, comment ils conçoivent, en fait, la représentation des femmes dans la stature publique. Eh bien, en ce qui a trait à l'analyse, j'ai eu à faire une observation indirecte parce que je rappelle que cet extrait de présentation, c'est dans mon projet de recherche et c'est un cas qui me donne quelques réponses préliminaires pour comprendre un peu la faisabilité de mon travail. Et justement, étant donné que je suis à Québec là présentement, donc, l'observation que j'ai eu à faire par rapport à ces places, elle n'était pas directe, elle n'était pas dans le réel, elle est surtout indirecte en ce sens que je me suis intéressée, par exemple, à quelques photos, des extraits de films pour comprendre en fait comment ces femmes-là, elles étaient représentées. Et les résultats de cette observation indirecte, elles ont été soutenues aussi par la lecture de ces différents auteurs que j'ai cités, hommes et femmes, que j'ai cités au tout début. Eh bien, déjà, par exemple, par rapport à la place d'hommes de la ville des Gonaïves, de cette observation combinée avec un petit entretien, parce que je ne suis pas encore dans la recherche, mais plutôt dans un exemple de cas. Et ça m'a amené à comprendre, par exemple, que pour la place d'homme de la ville des Gonaïves, eh bien, elle est appréhendée comme étant une exclusion des femmes. Pour la place de Vertières, par exemple, eh bien, il va sans dire que cette représentation-là, elle infériorise la femme et elle pourrait s'assimiler, en fait, à une subordination statutaire comme promue par Nancy Fraser. Il y a aussi la place de Catherine Flon au Champ de Mars qui porte à une négation de la reconnaissance des femmes en tant qu'héroïnes. Déjà, choisir Catherine Flon, en fait, c'est un choix qui porte à équivoque. Le pourquoi? Parce que quand on parle de héroïne, généralement, on parle surtout de ceux et de celles qui ont posé des actes de bravoure, de courage ou qui, sans être animés par la volonté d'aller mourir sur un champ de bataille, mais peuvent perdre leur vie et dans le cadre d'une lutte, par exemple. Pas seulement, mais dans le cadre d'une lutte, par exemple, si je devrais exemplifier en ce sens, eh bien, Catherine Flon, par exemple, à travers l'histoire, qui a été reconnue comme une infirmière, qui a été reconnue aussi comme quelqu'un qui a cousu le drapeau, on doit l'avouer, c'est un acte qui est symbolique, mais lorsqu'on connaît, par exemple, les exploits de Victoria Montou, de Sanité Belair, de Marie-Jeanne. Donc, pourquoi Catherine Flon et pourquoi pas elle? Quand on pose le Champ de Mars, par exemple, comme étant une place d'hommes qui sert, par exemple, à visibiliser les figures héroïques et qu'on a des femmes, justement, qui sont des héroïnes. Donc, pourquoi prendre Catherine Flon? Donc, c'est une démarche qui est certes importante,
parce qu'on a quand même une femme, mais quelle femme on a et comment on la représente aussi. Donc, ça, c'est jusque-là, c'est l'observation et l'entretien que j'ai eu à faire m'a amené en fait à cette conclusion. Donc, autre résultat sommaire que je pourrais partager avec vous aussi, c'est qu'il y a une sous-représentation des femmes dans la stature publique. Car si je m'intéresse par exemple aux figures héroïques des 4 hommes et je laisse de côté en fait le nègre marron, eh bien, pour prendre ensuite les 6 figures héroïques qui sont symbolisées dans la stature publique, qui me donnent déjà 10. Et puis, la... oui, et puis le monument, en fait, est de Jean-Jacques Dessalines sur la place des Gonaïves. Eh bien, on peut déjà voir qu'il y a une sous-représentation des femmes, des héroïnes dans cette représentation. Mais en plus de cela, alors que pour la place de Catherine Flon, il n'y a pas de statuaire et de statue, mais il y a aussi que les 2 héroïnes qui sont symbolisées, par exemple, sur la place de Vertières, quand même, c'est un plus, c'est avantageux, mais on peut questionner aussi la manière dont elles sont représentées, qui n'est pas assez signifiant pour ce qu'elles ont représenté, pour le rôle qu'elles ont joué, pour la participation active qu'elles ont eue à travers cette guerre. Donc, il y a cette reconnaissance des femmes aussi dans la stature publique qui peut nous aider à voir que c'est comme le reflet du statut des femmes d'aujourd'hui aussi. Parce que nous savons que s'agissant des différents domaines où évoluent les femmes aujourd'hui, eh bien, elles s'inscrivent dans une dynamique de lutte pour faire valoir leurs compétences, pour être reconnues à leur juste valeur sans que cela ne fait référence à leur sexe et en soi. Et puis, étant donné que les, la commémoration, en fait, ça émane des acteurs politiques. Bien entendu, ça peut être l'œuvre d'un individu, mais pas n'importe lequel. Eh bien, ça donne à voir aussi aujourd'hui, si on voit que les femmes sont représentées ainsi ou sont invisibilisées dans l'espace public, eh bien, cela veut dire aussi que les femmes ne sont pas valorisées aussi dans la société haïtienne. Parce que l'espace public, c'est un miroir, en fait, qui peut informer et donner une réponse aussi par rapport à cette question. Quelle est la place des femmes? L'espace public, normalement, devrait nous aider à comprendre la place des femmes. Et quand on ne les voit pas, eh bien, ça, c'est une position personnelle, c'est qu'on ne veut pas d'elles. Et justement, cette négation-là, elle a des impacts. Elle a des impacts, puisque les femmes qui évoluent aujourd'hui, eh bien, elles n'ont pas assez de modèles, elles ne connaissent pas leur histoire. Et non, en plus de cela, il y a la place de Catherine Flon aussi, par exemple, pour les différents informateurs et informatrices avec qui j'ai eu l'occasion d'avoir un entretien. Ils et elles ne connaissent pas la place de Catherine Flon majoritairement. Même pour ceux, par exemple, pour ceux et celles qui là-dedans travaillent à ISPAN, qui est non loin. Elles ne connaissent pas. Donc, ça veut dire quelque chose. Donc, c'est une place qui est là, mais qui n'est pas là vraiment. C'est une place qui est là, mais qui n'a pas un discours qui fait que les gens, en fait, connaissent l'existence de cette place. Donc, c'est un peu tous ces constats-là qui nous ont portés à situer, en fait, si je peux dire ça ainsi, à situer les femmes comme étant des figures qui sont invisibilisées. Et au final, l'idée, justement, c'est de visibiliser ces femmes, que ce soit dans les statuts, que ce soit dans les rues, que ce soit dans les espaces de savoir, dans le but, en fait, que ces dernières puissent être reconnues par rapport à leur apport historique. Merci. Merci beaucoup. Merci. Oui, en fait, ma réponse, c'est un peu, je n'y vais pas par 4 chemins, c'est une volonté politique. C'est comme dire, c'est une mémoire qui nous est imposée
Et c'est une mémoire aussi qui invisibilise les femmes. Donc, elle émane d'une volonté politique d'exclure les femmes dans l'ordre social. C'est un peu ma réponse. Parce qu'on va voir, par exemple, même pour aujourd'hui, c'est encore dans cette grande lutte qu'on est. Même par rapport à la Ligue féminine de l'action sociale, on se souvient, en fait, en dépit de leurs efforts, mais que et, elles ont été persécutées pendant un bon temps. Certaines étaient mortes, certaines étaient mises en prison. Et par rapport à cette reconnaissance aussi sur la place du Champ de Mars, on va voir quelle figure a été prise et ensuite on n'a plus de statut. Donc c'est comme dire, on les met de côté. Et c'est cette lecture, en fait, que je voulais faire à travers cette représentation, cette présentation. Voilà. Un sexisme, un statu quo, donc qui a pris racine depuis l'indépendance, où les hommes sont censés être timons des affaires, dirigent, prennent toutes les décisions, y compris dans le symbolisme, où les gens sont censés avoir droit de citer. Parce qu'en réalité, les femmes aussi, elles se sont battues. Et en lisant l'histoire, moi, j'ai pu remarquer qu'il y a même des mulâtresses qui se mettaient aux côtés des Blancs, ensuite pour les trahir et faciliter que nos indigènes puissent intégrer donc leur groupe, connaissent bien, maîtrisent leur corridor et par la suite pour qu'ils puissent les battre. Donc, je pense qu'il y a tant de choses que l'on pourrait découvrir par rapport à l'apport et je dirais la valeur ajoutée des femmes. Ça n'a pas été uniquement des femmes qui ont été là, comme tu as dit, pour être infirmières et soigner uniquement au cou d'un drapeau, mais c'était aussi des guerrières, des soldats. Il fallait vraiment que les historiens, les écrivains, mais surtout les politiques, puisque nous n'avons pas de patrimoine, sans penser à la politique, justement, sans penser aux gens qui sont censés prendre les décisions. Ma deuxième question et la dernière, comment donc aujourd'hui changer la donne au niveau de ce contexte contemporain pour arriver à l'élan de cette égalité à poser à ce niveau de la représentation de la femme dans la mémoire et le patrimoine en Haïti? Comment changer la donne? Comment relever cet élan? Ok. Est-ce qu'il y a du plaidoyer qui doit se faire? Est-ce qu'il y a des décisions qui doivent être prises? Donc, dis-nous, Luce. Oui, bien sûr. Il faut qu'il y ait des plaidoyers, mais il faut aussi que ça soit soutenu par des actions concrètes. On a besoin aussi de l'intégration des femmes dans la politique. Les femmes aussi doivent participer dans les décisions qu'elles subissent et qui les concernent. Parce que dès lors qu'on est dans le patrimoine, on est dans le politique aussi. Parce que le patrimoine est fortement influencé par les actions politiques. Et cette exclusion justement des femmes, ça donne à penser qu'il y a cette hantise aussi de garder le pays dans la pauvreté aussi. Peut-être que j'y vais fort en ce sens, mais il va sans dire que si on est parvenu à cette lutte, les hommes de leur côté eux-mêmes n'auront pas pu y aboutir sans les femmes. Elles l'ont noté. Par exemple, Dessalines, il a dit, en fait, il avait rapporté que sans l'apport de Marie-Jeanne, par exemple, il aurait pu réussir la bataille de la Crête à Pierrot. Mais en fait, pour moi, ça rentre dans le cadre d'une pauvreté aussi. Parce qu'aujourd'hui, pour que le développement ait lieu, on a besoin de cette autre moitié que constitue le groupe des femmes. Donc, quand on les met de côté, eh bien, ça a ses impacts, ça a ses effets, ça a ses conséquences, et il faut les nommer comme tels. Donc, pour ma part, je commence déjà à rendre visible cette invisibilisation à travers mes recherches, mais ça doit être soutenu aussi par différents secteurs tels qu'ils l'ont déjà fait aussi pour la plupart, parce que ce sont quand même l'engagement farouche de certains groupes féministes qui fait qu'on est, par exemple, l'aménagement de la place de Catherine Flon. Donc, il faut que les actions puissent s'en suivre, il faut qu'il y ait des actions concrètes qui les appuient. Merci, Luce. Alors, il y a une partie de la masse critique nécessaire pour le développement du pays qui est censée être perdue, parce qu'en réalité, les décisions qui sont prises au départ, dès l'indépendance, ont pu reléguer à l'arrière-plan les femmes, les invisibiliser et empêcher que le développement puisse se faire de façon holistique, parce qu'on a besoin de tout le monde, on a besoin de toutes les ressources, et malheureusement, lorsque l'on sait qu'au niveau du pays, il y a une représentation sociale qui est faite de la femme, elle sait que déjà sa place, c'est à la cuisine.
elle sait que déjà sa place, c'est à être enseignante uniquement, à faire de petits métiers comme la couture. Donc, cela n'a pas forcément aidé notre société à bondir. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pour cela que je disais qu'il fallait creuser un peu plus. Parce qu'en réalité, ce n'est pas uniquement une question en rapport au processus social, de socialisation, ce n'est pas uniquement les stéréotypes, les clichés, parce qu'ils ne viennent pas, ils n'existent pas de par eux-mêmes. Exact. Mais il y a aussi cet ancrage au niveau de notre histoire, cet ancrage au niveau de la façon dont on a articulé toute la dynamique du patrimoine et de la mémoire pour que l'on puisse parvenir à établir cet état sexiste, ce pays machiste que l'on a aujourd'hui et qui à chaque fois nous pousse à voir la femme comme un être étranger. C'est comme un ange. Est-ce que la femme, elle peut faire ça? Est-ce qu'elle peut arriver à changer les donnes? Est-ce qu'une femme peut être présidente? Et aussi, l'on se dit, par rapport à ce que la femme porte, la femme, elle porte des culottes et c'est bon. Donc, on la restreint. Donc, c'est la société en soi qui le fait. Mais c'est tout un processus qui est construit à travers les âges et qui nous a donné cette société déséquilibrée avec des disparités de base que nous sommes censés par moments, sans le vouloir, chérir et qui portent préjudice à la dynamique de développement de cette État-nation. Donc, je pense que la question, elle est bien débattue. Moi, je te dis merci pour ce temps et pour cette préparation, pour partager avec nous sur des éléments qui, au départ, peuvent paraître inconnexes, mais qui sont totalement liés, parce que l'on voit que par rapport à ce qui a été fait par le passé dans l'histoire, malheureusement, nous arrivons à avoir un état déséquilibré où les femmes n'ont pas forcément leur place. Alors, merci Luce. Mesdames et messieurs, c'est le temps pour vous maintenant de poser quelques questions si vous en avez. Je vais me retirer et revenir justement pour fermer. Mais j'ouvre l'espace. Si vous avez une question, on va prendre... Il doit y avoir, c'est que les stéréotypes, ce sont des constructions aussi. Donc, aujourd'hui, lorsque nous, en tant que femmes, nous représentons près de 52% de la population, mais en termes de droits, nous sommes considérés comme des minorités, eh bien, il va sans dire qu'il y a une déconstruction qui doit être faite aussi par des femmes par rapport à leur statut. Et pour que les femmes puissent se savoir capables, l'espace public, c'est déjà un espace qui peut permettre à visibiliser en fait les femmes comme étant des êtres capables, comme étant des actrices, comme étant des sujets qui ont déjà en fait participé à une révolution qui est réussie. Donc, il nous faut aussi une éducation féministe. Donc, ça aussi, c'est important. Ça doit rentrer dans les politiques publiques, ça doit rentrer dans les institutions. D'accord. En fait, on a assez bien débattu et je pense que les gens doivent continuer à chercher les racines des problèmes parce que quand on a plus ou moins une idée nette, une idée claire de ce qui a précédé, qui a occasionné ce que nous avons aujourd'hui, il est plus facile de tordre le cou à ces idéologies tordues, de tordre le cou à ces idéologies machistes. Et je pense que les donnes peuvent changer pour le meilleur. Il y a une question dans le chat et je vais lire pour toi, Luciana. Oui, merci. Est-ce que la mémoire peut être virtuelle aussi avec le développement des technologies? Sincèrement, je n'ai pas la réponse, mais je te laisse y répondre. Oui, je pourrais dire que la mémoire peut être virtuelle. Parce que, par exemple, je vais prendre un exemple peut-être qui ne cadre pas forcément avec la réponse, mais la présentation, lorsqu'on prend par exemple certains musées aujourd'hui, ils font des visites virtuelles. Donc, ces traces du passé, par exemple, qu'ils ont enregistrées, qu'ils ont matérialisées, eh bien, une personne peut, à travers des visites en ligne, essayer de se faire une idée par rapport à ces savoirs, par exemple, qui sont emmagasinés dans ces représentations. Moi-même aussi, j'ai eu à faire une observation indirecte pour vous présenter cela. Donc, oui, la mémoire est virtuelle à travers les documents aussi. Par exemple, lorsqu'on lit et qu'on le voit par les femmes, par exemple. Donc, c'est une autre façon aussi de se faire une représentation de ces dernières, comme quoi soit elles n'ont pas existé, soit elles n'ont pas joué un rôle, soit elles n'étaient pas importantes, mais
Dans les différents cas, le virtuel autant que le réel sont autant d'agents, en fait, qui façonnent la mémoire que nous avons des groupes ou des individus ou d'une situation donnée. Voilà, tu as anticipé pour dire que nous allons avoir la fermeture, la clôture de ce projet avec une exposition virtuelle se rapportant aux femmes, aux guerrières qui se sont battues pour l'indépendance, mais aussi à celles qui ont marqué l'histoire d'Haïti jusqu'à l'époque contemporaine. Donc, c'est possible aussi que nous véhiculons ce message en rapport au patrimoine, en rapport à la mémoire et à l'histoire à travers le virtuel. Merci, Luciana, de cette réponse. Merci, je vois une main levée. Gerta Elias, ta question? Gerta, tu as la parole. Oui, merci. Bonsoir à tous. Bonsoir, Madame Zima, merci. La sœur, petit frère, encore merci. Et j'ai suivi avec attention et j'ai beaucoup appris. J'ai aimé le thème d'aujourd'hui. Voilà ma question. Est-ce qu'il n'y a pas une part d'ignorance dans les questions féministes soulevées ici en Haïti? Je m'explique. Oui. C'est comme une part qui nous est occultée. Donc, on est là pour parler, pour revendiquer des droits de la femme, des droits de la femme, sans voir cette mémoire présente, à la fois opaque de notre histoire. On parle à tort et à cri des femmes, mais on ne met pas vraiment l'emphase. Telle a été la séance, la présentation d'aujourd'hui. Et moi, ce que j'ai remarqué dans le domaine du droit, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup d'organisations qui œuvrent, qui luttent pour le respect des droits de la femme. Et pourtant, il y a des droits que les femmes doivent jouir inévitablement qui ne sont jamais touchés. Jamais. On met l'emphase sur les droits sociaux, on met l'emphase sur les droits politiques, sur l'aspect pénal, mais on néglige l'aspect civil. Mais moi, ça me fend le cœur. Une femme porte un enfant pendant 9 mois et si son père vient de décéder, elle doit frapper à la porte judiciaire pour avoir accès à un compte bancaire laissé par le père. Et pourtant, on lutte pour les droits de la femme. Pour moi, on ne met encore pas assez le doigt sur la plaie. Parce que la question des femmes, c'est vraiment vaste, c'est grande, c'est opaque en même temps. Donc voilà ma réflexion. Encore merci. D'accord, merci Madame Elias. En fait, il y a justement ce problème d'humanité qui se pose en fait dans le pays. Parce que ce qu'il faut se souvenir, c'est que si on n'avait pas ce problème d'humanité qui se posait aujourd'hui, on n'aurait pas à parler en fait du problème des droits des femmes. De même aussi, si le problème des droits des femmes s'en vient à être résolu aujourd'hui, ça ne fera plus débat. Mais en même temps, il y a un aspect aussi que tu as noté qui est très important, c'est que c'est un champ qui est assez vaste, c'est un champ qui est assez large. Et est-ce que ce qui me porte à me dire, par exemple, est-ce que c'est pas au nom même de cette vastitude qui fait que les quelques actions qui ont porté fruit, en fait, se noient un peu en termes de résultats par rapport à tout ce qui devrait être fait? Parce que les femmes aujourd'hui, eh bien, elles ne font pas qu'exister, mais elles luttent pour exister. L'espace public, elles n'ont pas droit à l'espace public, mais elles doivent lutter pour avoir part à l'espace public. Et quand on prend l'invisibilité sociale aussi, qui tend à remettre en question la capacité des femmes, eh bien, ce qu'il faut savoir ou retenir, c'est que ce n'est pas leur capacité qui est remise en cause,
puisque l'histoire nous offre déjà, en fait, des exemples où les femmes sont au centre de l'histoire, les femmes sont partout. Mais maintenant, en ce qui a trait à leur reconnaissance en tant qu'agent de développement, en ce qui a trait à leur reconnaissance en tant que sujet, en tant que femme active, eh bien, il y a une invisibilité sur leur participation. Déjà, ça me ramène à penser aussi que cette invisibilité à laquelle j'ai fait référence aussi dans cette présentation ne frappe pas que les femmes. Par exemple, si on prend les premiers peuples, si je peux dire ça ainsi, qui ont habité cette terre aujourd'hui? Quelle est la mémoire qui est restée de ces hommes et de ces femmes? De même, aujourd'hui, on a certes une représentation d'Anakaona. Bon, elle n'est pas la seule, mais c'est quand même près de 5 millions pour certains auteurs et 1 million pour d'autres qui se résument, par exemple, à une figure qui est symbolisée dans la stature publique. Donc, c'est pour montrer que l'invisibilité sociale, justement, a cet effet néfaste sur la reconnaissance des droits des femmes aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, en tant que femme, je dois faire 2 fois plus d'efforts pour prouver que je suis compétente, contrairement aux hommes. Et en ce qui a trait aussi au modèle, par exemple, qui façonne l'espace public, c'est un peu ce que pose aussi ce travail. Parce que si on peut rendre à ces femmes leur passé historique occulté, eh bien, ça changera déjà l'image qu'on pourrait avoir des femmes. Parce que être visibilisé dans l'espace public, c'est exister aussi. Quand on ne vous voit pas, vous n'existez pas. Mais quand on vous voit, vous existez. Mais bien entendu, il doit y avoir le discours et d'autres activités qui doivent accompagner cette visibilisation pour qu'elle puisse faire poids. Donc, c'est en ce sens que les politiques publiques sont importantes. La volonté politique aussi est importante qui doit accompagner en fait ces luttes que les différents groupements féministes établissent et qui nous ont permis et qui m'a permis à moi personnellement de vous parler là maintenant parce que c'est pas un droit que j'aurais avant. Donc, c'est en ce sens que moi, j'aurais beaucoup de réserves à dire que ça n'atterrit pas. C'est qu'il y a tellement à faire et ça ne doit pas être aussi l'œuvre d'un groupe. Ça doit être l'œuvre de nous tous et de nous toutes. C'est vous-même en tant qu'employé, en tant que père de famille, en tant que mère de famille, qui devrez vous assurer en fait qu'il y a une déconstruction qui est faite et qui puisse permettre à ce que nous pourrons aboutir à cette société inclusive qui valorise autant les apports des femmes que celui des hommes et pour permettre en fait à ce pays de pouvoir émerger économiquement ou sur le plan de développement ou sur le plan humanitaire. Merci, Luce. Moi, je pense que la question, elle est vaste, comme on le dit, et chacun, on n'a pas toutes les expertises, donc au fur et à mesure, on peut se compléter si on travaille ensemble et s'assurer d'avoir des termes de référence clairs. Oui, mon dernier mot, c'est que je pense que ces genres de situations, ces genres d'espace de parole sur la visibilisation de l'invisibilisation des femmes devraient être amorcés un peu plus souvent. Et il y a un rapport aussi qui a été publié dernièrement qui n'est guère rassurante, mais qui peut répondre aussi à la préoccupation de Elias. Et c'est que je crois que c'est les Nations Unies. En fait, je pourrais essayer de vous partager un lien après, mais qui normalement, d'après ce rapport, dit qu'il nous faudrait 300 ans pour parvenir à cette égalité à laquelle nous aspirons. Donc, c'est vraiment pour dire à Elias que les problèmes sont tels, les conceptions sont tellement cimentées qu'il faut vraiment beaucoup de temps et il va falloir des générations et des générations. Et quand bien même on veut arriver là, il faudrait que tout le monde puisse mettre leurs mains à la pâte. Donc, c'est un peu mon invitation à vous. Je vous remercie beaucoup. J'espère que ce n'est pas la dernière fois que j'aurai l'occasion d'échanger avec vous. Merci encore.